Tu es rassuré, Colin? Je suis très content. Merci beaucoup d'être là. Et, enfin, merci beaucoup d'être toujours là d'ailleurs. Et vraiment ravi de voir cette salle presque pleine. C'est hyper important pour nous. Donc vraiment merci infiniment. Merci beaucoup. Alors au départ, j'en ai pas parlé en préambule, mais il y a ce livre d'Elisa Schwerin-Sapin, qui est un court roman en fait, très court. Très court. Et comment tu travailles à partir d'un récit comme ça pour écrire ce film? Je dirais que c'est un équilibre à trouver parce que moi je tombe sur le roman, le roman me plaît évidemment, sinon on ne serait pas là, et j'en discute avec l'autrice, avec Elisa. On discute de ce que moi j'ai vu dans le roman et de ce que je veux retranscrire à l'image. On vérifie qu'on est à peu près d'accord sur ces choses-là, et une fois qu'on est d'accord, pour moi le but c'est vraiment de respecter le roman évidemment, mais aussi de me l'approprier au maximum pour proposer une œuvre vraiment personnelle. Donc du coup, moi j'ai lu le roman 2 fois. Une première fois au moment de prendre des décisions, et une deuxième fois pour commencer à travailler. Et puis après, je ne l'ai plus du tout rouvert pendant tout le reste du processus. Et on a écrit le scénario avec Stéphane Lipong, voilà, sans reprendre le roman à ce moment-là. Alors tu es franco-japonais. Tout à fait. L'histoire se passe en Corée. Est-ce que... Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien, du coup. Il n'y a aucun lien, mais est-ce que justement ce déracinement, cette parentalité, tous ces thèmes te semblaient assez... Je pense que effectivement, ce qui m'a vraiment touché dans le roman et dans ce personnage, c'est ce métissage, c'est cette binationalité, même si je pense que le film aborde des choses plus universelles dans cette quête d'identité. C'est-à-dire que ce n'était pas uniquement une question de nation ou de pays d'origine, mais c'est une question d'identité un peu plus globale. Mais c'est vrai que je me suis quand même demandé à un moment donné si j'adaptais cette histoire au Japon, dans une petite ville balnéaire, comme il y en a aussi au Japon. Mais j'ai écarté cette idée assez rapidement parce qu'il y a deux choses. Dans la quête d'identité, il y a effectivement la question que je pose, c'est est-ce que c'est le passeport qu'on a, la langue qu'on parle, ce qu'on mange, ou est-ce que c'est ce à quoi on ressemble. Et en Corée, il y a la très forte présence de la chirurgie esthétique, et c'est quelque chose qui vient vraiment façonner les corps pour s'élever dans la société. Et ça n'existe pas au Japon. Donc pour cette première raison, je n'ai pas voulu tourner au Japon. Et l'autre raison, c'est que le livre se passe à Sokcho, qui est très proche de la Corée du Nord. Et du coup, ça raconte aussi ce pays qui est divisé en deux, comme le personnage, et tous les enfants à l'école, que ce soit au nord ou au sud, on leur parle de réunification, et on aspire à cette réunification du pays pour redevenir calme. Et donc, ça fait un écho avec le personnage. Donc ma décision de rester en Corée. Après, je vous laisse la parole, mais bon, forcément, tu as eu de la chance, parce que ton premier choix, c'était Roche Dizem, et Roche a accepté. Ah bah c'est plus que de la chance, ouais. C'est un honneur, mais c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que quand on écrit un scénario, on réfléchit à des personnages, ne serait-ce d'autant plus quand on est deux à écrire, on a besoin de références communes. Et donc pour moi, Rochdi, je pense que j'ai vu Robber une lumière pendant l'écriture, et j'ai retrouvé dans le commandant Daoud vraiment quelque chose qui était très proche de ce que j'imaginais pour Kéran. Donc je garde cette image en tête tout au long de l'écriture, et puis à aucun moment je me dis que Rochdi va faire ce film, tout simplement. Je suis personne, je viens de nulle part, c'est un premier film, etc. Et donc quand Rochdi accepte, pour moi c'est inespéré. Alors, il y a tout un coup une petite pression supplémentaire, mais ouais, pour moi c'est formidable. Merci encore, Rochdi. Et Rochdi, justement, comment tu... Non, mais de tourner à Sokcho en février à moins 20 degrés, ça te... Oui, non, mais c'est moi qui le remercie, parce qu'évidemment, on n'a fait pas un film pour faire plaisir. Tout me séduisait. Ça est d'abord... Koya m'a envoyé un mail avec ses intentions et un lien pour voir son moyen-métrage et le scénario. Et je lis toujours ce qu'on m'envoie. Et vraiment, j'ai été séduit immédiatement par la proposition, parce qu'en plus, c'est aussi une histoire de moment.
ce personnage qui me proposait d'interpréter correspondait aussi à un moment de ma vie où, vous savez, il a ce luxe qui rend le personnage que j'interprète de ne pas avoir, en tout cas le sentiment qu'il donne, de ne pas avoir le besoin d'être aimé. Et c'est un luxe absolu, de se sentir, d'avoir le sentiment de se suffire à soi-même. Et je suis tout l'inverse, évidemment, comme tous les acteurs qui se respectent, on a envie d'être aimé. Donc ça m'intéressait d'explorer cet aspect-là. Le voyage aussi que Koya proposait, d'aller tourner ça de l'autre côté de la planète, et de me perdre, comme ce personnage, parce que j'étais jamais allé en Corée, et de découvrir cette culture, ce mode de vie, ces gens. Il y a un truc très intéressant en Corée, je fais une petite parenthèse, pardon, j'ai trouvé très différent de nous, mais je n'arrivais pas à trouver quel est l'aspect qui nous différenciait. Mais je savais que le tournage était, je trouve, harmonieux. Et puis, mais je me disais, mais quand même, qu'est-ce qui les différencie de nous? Et c'est en rentrant à Paris, je me suis dit, mais oui, ils ne sont pas arrogants. Non, mais en Corée, il y a une absence d'arrogance. Dans le comportement au quotidien, et dans le travail, et dans la rue, il n'y a pas d'arrogance. Et en arrivant à Paris, d'un coup, c'est ça. Voilà. Donc, et puis, pour en revenir aussi au choix, il faut savoir que quand on est un acteur de mon âge, le fait d'être félicité par la jeune génération, c'est une sorte de mini-victoire. Parce qu'on a envie de faire partie justement de la génération qui va arriver. Et à partir du moment où un metteur en scène comme Koya vous sollicite, c'est que quelque part, ce que vous avez effectué par le passé a eu un écho. Et quand il parle de Roubaix et Lumière ou d'autres films, je me dis que finalement, tout ça a servi aussi au fait qu'il y a une jeune génération qui a regardé, qui a envie de travailler avec vous, et j'espère que je pourrai continuer dans ce sens-là, mais je suis toujours très ouvert, évidemment, aux propositions des plus jeunes. Je suis pas si jeune. C'est un premier film. Ça, par contre, je suis très jeune professionnellement. D'ailleurs, quand je dis parler du court-métrage, vous pouvez le voir sur Internet, ça s'appelle Homesick. Je vous invite à le voir, ça se passe au Japon, c'est très très beau. Voilà. Des questions. Bonsoir, merci pour ce film qui est pour un premier film qui paraît vraiment abouti, je trouve. Merci. Alors, question pour le réalisateur, vous y avez fait un tout petit peu allusion en disant on est ce qu'on mange, mais il y a quand même une grande importance et puis bon, c'est assez appétissant en plus. Et alors, donc pourquoi c'est une telle importance de la cuisine? Et alors les dessins animés, je vais dire, comment est-ce que c'est vous qui les avez fait ou si vous avez collaboré, comment est-ce que vous avez collaboré? Et alors pour Roche Dizem, c'est quand même toujours un peu, enfin il y a un risque quand on va vers un nouveau film, il y a quand même un risque que ce soit une catastrophe, je vais dire. Qu'est-ce qui fait qu'on y va? Surtout quand on a une certaine stature, je vais dire, comme vous. C'est une très bonne question, je suis très curieux de savoir. En fonction de ce que tu diras, je comprends. Pour reprendre donc pour la nourriture, c'est quelque chose qui était existant dans le roman, déjà, mais c'est vrai que c'est aussi ce qui m'a séduit dans le roman. C'est-à-dire que pour moi, la nourriture a toujours été un vecteur de filiation. Mon père cuisinait, ma mère cuisinait pas du tout. Mon père d'origine japonaise, est japonais. Et moi j'ai grandi en France et mon père cuisinait, et j'ai toujours vu cuisiner et j'ai appris à cuisiner grâce à lui. Malgré le fait que ce soit quelqu'un avec qui je discute peu de choses profondes, mais la cuisine c'était quelque chose qui nous réunissait. Donc là pour moi dans ce film, ce qui était important c'était que cette mère cuisine à sa fille et a appris à sa fille à cuisiner tout au long de sa vie. Et c'est ce que je me raconte, c'est théorique encore une fois, mais peut-être aussi elle la gave, elle la nourrit, elle la gave, ce qui amène d'ailleurs des problématiques, mais de manière peut-être à éviter de discuter, à proprement parler des choses dont elles doivent discuter. Donc il y avait cette importance de la nourriture que je vois un peu comme un dialogue. Et de la même manière, dans son rapport du coup de soi acquérant, qui est interprété par Roche Dizem, elle essaie d'installer un dialogue avec lui que lui va refuser tout au long du film, créant chez elle du coup une frustration qui va aller grandissant.
Et donc du coup, voilà, pour moi, la nourriture représentait ça, au-delà du fait d'avoir à manger sur le plateau aussi. Mais c'était le principal. Pour ce qui est de l'animation, je n'ai absolument rien dessiné, je suis très mauvais dessinateur, mais j'ai travaillé avec une réalisatrice d'animation qui s'appelle Agnès Patron, et une artiste que j'admire énormément, qui a fait un court-métrage qui s'appelle L'heure de l'ours, que je vous conseille vivement, qui a eu un César en 2021, je crois. Et pour moi, l'animation, pour le coup, c'est très peu, il n'y a pas ça dans le livre, mais ce qui était important pour moi, c'était d'avoir un aperçu de l'intériorité du personnage de Suwa. Et je trouve que l'animation permettait justement d'avoir un aperçu à peu près, on va dire, brut, organique, pas encore digéré ou analysé. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines séquences qui sont presque abstraites, d'autres séquences plus figuratives, mais j'espère qu'elles donnent aux spectateurs une espèce de sensation de l'état d'esprit dans lequel il est, l'interrogation, la douleur, la tristesse, la colère, ce qu'on veut. Ça remplace la voix off en fait. Alors justement, évidemment, la question s'est posée pour trouver cette intériorité d'utiliser une voix off, mais je voulais vraiment pas ça parce que une voix off, pour moi, par moment, on est capable d'exprimer une idée avec des mots, ça veut dire qu'on l'a déjà digéré, qu'on l'a analysé, qu'on est capable de la restituer. Or, je voulais quelque chose, encore une fois, de plus organique, plus brut, et je trouve que ça faisait vraiment écho à l'arrivée du personnage de Kéran, qui est dessinateur. Et je ne sais pas si ça se ressent, pareil, c'est très théorique, mais Kéran dessine sur papier blanc à l'encre noire, quand les visions de Suwa sont en négatif de ça, elles sont sur fond noir au trait blanc. Donc pour moi, il y avait une forme de négatif entre les deux. C'était une très longue réponse. Voilà. Roger, qu'est-ce que... Oui, pour répondre à la question, mais moi, j'ai pas le sentiment de prendre un risque. Enfin, si j'en prends un, il est tout à fait calculé, parce que j'ai besoin entre guillemets, de me challenger. J'ai besoin de sortir aussi de ma zone de confort. Le vrai risque, c'est lui qui le prend. Si son film est raté, on dira c'est la faute du metteur en scène. Souvent, les comédiens, on est souvent protégés, on est préservés de tout ça. Mais après, on apprend aussi à savoir à peu près où on va, même s'il y a toujours la surprise. Mais entre le scénario, donc la partie écrite, le dialogue, la rencontre, l'échange qu'on a ensemble, ce qu'il me dit, il y a quelque chose il émane une forme d'intelligence qui me plaît, qui me séduit. Donc ça c'est important aussi, je dirais même que c'est même déterminant, beaucoup plus que l'échange est plus important finalement que le support qu'est le scénario. L'un ne va pas sans l'autre évidemment, mais pour moi j'accorde plus d'importance à ce qui va se passer quand on va se rencontrer pour la première fois et les fois où on va travailler ensemble. Et surtout, j'ai une forme de tolérance à partir du moment où en face de moi, il y a de l'envie. L'envie de parler, l'envie de discuter, l'envie d'échanger, l'envie de débattre, l'envie de se disputer. À partir du moment où il y a de l'envie, c'est vivant, c'est organique. Donc on sait que ça va être constructif. On échoue, on aura essayé. Mais au moins, il y a je veux dire, la créativité est en marche. Après, le reste appartient au talent. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut déceler. C'est pas... comment ? Préhensible. Ouais, donc ça fait partie aussi de l'enjeu, mais il y a quelque chose de vertigineux et en même temps de très grisant de découvrir ça. C'est la naissance d'un metteur en scène. Moi, ça me ravit d'y participer. Merci. Tu le prendras dans les autres films. Bien évidemment, c'est même pas contractuel, c'est obligé. Bonsoir. Merci beaucoup pour les films. Moi, j'ai rebondi un peu sur cette remarque qui a été faite pour parler de prendre un risque. Et je profite pour vous dire qu'il y a quand même cette partie de ego dont vous parlez. Et c'est intéressant comment ça change par rapport au pays. Et juste pour faire un exemple, en anglais, on dirait take a chance. Et c'est plutôt saisir une opportunité. On dit comment en anglais, pardon ? Take a chance. Au lieu de dire prendre un risque. Donc c'est effectivement une histoire de perspective. Ça parle dans les cas, ouais, je pense que c'est cool que vous savez saisir l'opportunité parce que c'est un très beau film. Et je connais pas les livres, mais par contre je voulais savoir si qu'est-ce qui diffère dans la fin de ces livres et quel est le rapport à l'abandon justement par rapport au personnage principal, parce que je trouve aussi que c'est important de parler du fait que
il y a quand même beaucoup de femmes qui suivent ça et que c'est un peu... Enfin, je ne veux pas dire que je trouve que ça se passe dans mon film, mais c'est un peu romantisé cette histoire de je vais faire un voyage, je vais rencontrer une fille et après je vais partir comme ça. Donc ça m'intéresse de savoir quelle était la fin de ces livres et quel était votre rapport au personnage principal pour essayer de mettre ça en scène. Merci. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent du livre, il y a des choses qui sont en commun, d'autres qui diffèrent. Encore une fois, là, j'ai complètement oublié ce qui est dedans, ce qui n'est plus par rapport au livre original. Par contre, je sais que la fin dans le livre est la même, c'est-à-dire que cette relation se termine de manière abrupte, plus ou moins comme dans le film. Ce qui était important pour moi, et vous avez tout à fait raison, c'était que le personnage principal qui est Suwa est à un moment dans sa vie où elle est à l'arrêt. Elle est paralysée, elle n'en a peut-être même pas conscience au début du film, et elle va se mettre en marche au fil du film suite à la rencontre avec Kéran. Maintenant, ce que je trouvais très compliqué pour moi de demander à Rochdi, c'est que le rôle de Kéran, pour moi, il est vraiment particulier. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre parfait entre avoir très peu de prise sur ce personnage, parce que je voulais que Suwa puisse projeter énormément de choses sur cet homme, projeter une recherche de mentor, la recherche d'un père, la recherche d'un amant. Pour moi, il y a une forme de confusion là-dedans. Et en même temps, il fallait que le personnage de Kéran soit suffisamment intéressant et on ait envie d'en découvrir plus sur lui, mystérieux. Et donc du coup, voilà, il fallait trouver cet équilibre-là. Ce que d'ailleurs Rochdi amène vraiment au rôle. Mais une des premières questions qu'on s'était posées, c'était est-ce que déjà il y a une forme d'attirance de la part de Kéran pour soi, et pour nous, c'était clair depuis le début, pas du tout. Lui, il est dans une approche plus égoïste de ce voyage-là. Il est là, et il utilise les choses qui sont à sa disposition, et là, en l'occurrence, il est un interprète, une guide, qui l'emmène dans toute la ville et qui va venir, lui, le nourrir artistiquement. Et d'ailleurs, dès qu'il comprend qu'il y a une forme de malentendu de sa part, c'est là qu'il tout d'un coup se retire et se referme. Donc voilà, pour moi, on voulait vraiment, justement, que Suwa puisse se construire d'elle-même. Et donc du coup, Kéran est un déclencheur, mais au final, c'est Suwa qui va aller discuter avec sa mère, qui va provoquer cette discussion, qui va aller mettre les choses au clair avec son petit copain du moment, et qui va finalement faire le ménage dans sa vie et avancer. Voilà, pour moi, les solutions viennent d'elle. D'ailleurs, quand il s'en va à la fin, bien sûr, il y a une amertume qu'il n'ait pas mangé son plat, mais elle a un petit sourire en coin. C'est-à-dire que là, il y a un nouvel abandon, comme elle a déjà vécu auparavant, sauf que cette fois-ci, elle est armée pour l'affronter, parce qu'elle se suffit elle-même d'une certaine manière. Et d'interpréter un personnage aussi taiseux, c'est comment on fait? Pour moi, c'est un peu compliqué. Je suis pas un grand bavard. Non, mais après, à la limite, ce que je trouve intéressant, c'est essayer avec Bella, donc, ceux qui jouent Suwa, on a essayé, on ne se connaissait pas très peu, c'est-à-dire que je l'ai découvert quasiment sur le plateau, et donc les scènes qui ont été tournées de découverte, en tout cas, qui ont été tournées dans la chronologie, il y a cette pudeur qui existait réellement entre elle et moi, acteur, qui a pu retranscrire, je crois, dans le jeu. Et je crois qu'il y a pas mal de moments comme ça qui se passent de mots. J'aime bien quand il y a suffisamment de confiance sur ce qui se passe à l'écran, dans le regard, dans l'attitude, pour ne pas forcément y mettre de la littérature. C'est l'adaptation d'un livre, donc c'est vrai que tout ça est déjà écrit dans le livre. À charge pour nous ensuite, les acteurs, à travers notre interprétation et la direction que nous donne Koya, d'essayer de transmettre des émotions sans forcément paraphraser ce qu'on fait. Et ça, c'est un exercice intéressant. Je trouve intéressant parce que, effectivement, on n'a pas tout à fait conscience de l'image qu'on renvoie au moment où on le fait. Et d'ailleurs, parfois, on a des surprises, pas toujours bonnes. Quand je vois parfois au montage final le résultat de mon travail, je n'avais pas le sentiment que c'est ce que je voulais renvoyer. Donc parfois c'est heureux, parfois c'est accidentel, parfois c'est un peu malheureux. Mais c'est ce que j'aime, c'est que c'est pas un exercice précis le jeu. Et d'ailleurs, à ce titre, je pense que l'interprétation parfaite n'existe pas. C'est-à-dire que
la même scène rejouée le lendemain, on va proposer tout à fait autre chose. C'est vraiment à l'instant T, il se passe quelque chose dans votre corps et dans votre cœur qui se passe différemment, même 2 heures après, encore le lendemain. Donc c'est vraiment, il faut jouer avec ce qu'on est et ne pas aller contre ça et se rendre disponible et malléable. Donc voilà, le texte finalement, il devient une forme de béquille, mais ce qui est intéressant, c'est quand il devient presque anecdotique et en réalité, il a même, il contredit même le moment qu'on est en train de vivre. Donc c'est toujours des moments qui peuvent parfois être magiques, mais qui sont toujours très plaisants à jouer. Et le dessin, parce que j'imagine que tu... Peut-être